Certains parlent déjà du projet du siècle. La Chine a commencé la construction du plus grand et du plus coûteux méga barrage hydroélectrique du monde. Ça se passe dans le plateau du Tibet, une région aux importants enjeux géopolitiques, et donc ce projet amène un certain nombre de tensions, vous allez le voir. Alors en quoi est-ce que ce barrage est absolument colossal et unique? Comment est-ce que des pays voisins comme l'Inde ou encore le Bangladesh le voient d'un très mauvais œil et estiment que cela constitue une forme de guerre de l'eau? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, et c'est donc le nouveau sujet à la une de ce format des actualités du jour sur YouTube et en podcast audio. Alors déjà, où est-ce que tout ça se passe? Eh bien, on est à l'ouest de la Chine, au niveau du sud-est du plateau tibétain. C'est une région autonome qui est administrée par la Chine depuis plus de 70 ans, depuis l'annexion en fait du Tibet en 1951, malgré les protestations encore importantes aujourd'hui. Et cette région, elle est aussi surnommée le château d'eau de l'Asie, puisque eh bien, c'est la source de nombreux grands fleuves asiatiques. Autre élément de contexte important, la Chine possède déjà le plus puissant et le plus grand barrage du monde. C'est le barrage des Trois Gorges, sauf que ce nouveau projet qu'on va voir aujourd'hui, il vise encore plus grand. On parle ici d'un géant hydraulique qui doit à terme générer 300 milliards de kilowattheures par an, soit environ 3 fois plus que celui des Trois Gorges. Et je vous l'accorde, dit comme ça veut absolument rien dire, en tout cas pour quelqu'un qui n'est pas dans ce domaine-là. Mais pour vous donner une idée, ce barrage, il pourrait générer chaque année presque autant que tout ce que produit chaque année l'intégralité des centrales nucléaires françaises en 2023. Et très rapidement donc, ce sera important quand même pour comprendre la suite, un barrage hydroélectrique, ça fonctionne un petit peu comme un moulin à eau si on dit les choses très schématiquement. C'est la force de l'eau qui fait tourner une turbine reliée à un générateur, et donc la force de l'eau, notamment sur une chute, eh bien elle provoque et elle génère de l'électricité. Bon, évidemment c'est un peu plus élaboré sur un projet comme celui-là, mais vous avez compris dans les grandes lignes. L'avantage de cette énergie, c'est que globalement elle est propre dans le sens où elle ne nécessite pas d'énergie fossile, à part évidemment pour la construction en soi du barrage, mais donc une fois qu'il est utilisé, ça ne génère pas de CO2. Un CO2 qui est évidemment responsable du réchauffement climatique, et ce alors que la Chine bat actuellement des records dans le domaine, avec une utilisation record du charbon notamment. Mais il y a une transition qui est en cours et qu'on a déjà eu l'occasion d'analyser sur la chaîne il y a quelques semaines. Alors c'est quand même important de noter que ce barrage, c'est pas un barrage comme les autres, c'est pas un barrage au sens traditionnel du terme. En fait, au lieu de laisser le fleuve Yarlung Tsangpo contourner la montagne comme il le fait aujourd'hui, la Chine compte en fait créer plusieurs barrages le long du fleuve et creuser des tunnels à travers la montagne. Pour dire les choses simplement, ces tunnels, ils vont rediriger une partie de l'eau du fleuve sur un parcours plus direct, la faisant chuter sur 2000 mètres d'altitude à travers donc plusieurs puissantes turbines hydroélectriques qui vont générer l'électricité. Et ensuite, l'eau va se retrouver dans le cours originel du fleuve. C'est donc un projet qui présente un certain nombre d'avantages, mais aussi des limites importantes. La première limite, elle est d'ordre écologique. Cette région, en effet, elle abrite un écosystème extrêmement riche avec de nombreuses espèces d'animaux et de plantes, des espèces qui pourraient être mises à mal par la construction immense de ce projet. Il y a aussi un coût financier. Toute cette installation, elle devrait coûter au moins 167 milliards de dollars, soit 4 à 6 fois plus cher que l'actuel plus grand barrage du monde. Mais vous l'avez compris donc, aujourd'hui, c'est un projet qui est souhaité par la Chine pour assurer une forme de sécurité énergétique de la Chine, donc être davantage capable de produire sa propre électricité sans avoir besoin donc d'avoir recours à de l'énergie fossile. Mais pour la Chine, il y a aussi un avantage en matière de sécurité hydrique. Alors qu'est-ce qu'on entend ici par sécurité hydrique? En fait, c'est le fait de stocker davantage d'eau et de permettre de mieux gérer son utilisation, surtout en période de sécheresse ou de forte demande. Et c'est là en fait où il y a de nombreux enjeux aujourd'hui qui se posent. D'abord, le premier enjeu, il est d'ordre technique. Aujourd'hui, la Chine reste très discrète sur le plan élaboré. On sait seulement que ça pourrait prendre plus de 10 ans pour faire ce projet. L'un des défis techniques notamment, c'est que ce complexe hydraulique, il va se trouver dans une zone extrêmement sismique. Il y a des risques de glissement de terrain, de coulée de débris ou de crues, des perturbations qui pourraient rendre la zone imprévisible et qui aurait de grandes chances d'endommager toutes les infrastructures qui pourraient être construites. Autre enjeu important, c'est la question de la population locale. C'est souvent d'ailleurs des questions qui reviennent dans ce genre de projet d'envergure dans des milieux naturels. Il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vivent dans la région et un certain nombre d'entre elles ont déjà dû déménager, mais donc ça pose là aussi un certain nombre de questions, y compris éthiques. Mais l'élément peut-être qui fait le plus parler ces derniers jours, c'est le contexte géopolitique extrêmement tendu dans la construction de ce projet, et certains qui parlent
parle déjà d'une guerre de l'eau. Très concrètement, en fait, le fleuve concerné par ces différentes installations, aujourd'hui, il irrigue, que ce soit directement ou indirectement, des millions de personnes, que ce soit en Inde ou encore au Bangladesh. Pour eux, donc, ce fleuve, il est absolument vital. C'est un enjeu notamment pour l'agriculture, et donc, un tel barrage, il pourrait totalement déréguler le fleuve à la guise de la Chine, qui pourrait, grâce à ces installations, réduire le flot du fleuve ou au contraire en augmenter le débit. Surtout qu'il faut noter que la Chine a déjà un passé extrêmement controversé en matière de construction de barrages avec un autre fleuve transnational qui est le Mekong. Ces exploitants sont déjà accusés d'avoir provoqué des périodes de sécheresse au Vietnam en utilisant des réservoirs et des barrages pour manipuler le fleuve et maximiser la production d'électricité, mais aux dépens donc du Vietnam, une accusation au passage que la Chine réfute. On peut aussi noter qu'au mois de juillet, le plus haut responsable de l'État indien, qui est situé juste à côté, de l'autre côté en fait de la frontière, a déclaré que ce projet, il constituait une menace existentielle pour la population de la région et que ça pourrait être utilisé, je cite, comme une bombe à eau par la Chine. Bref, vous l'aurez compris, la Chine l'affiche comme un projet très important, notamment en matière environnementale, sauf que derrière, il y a un certain nombre de questions absolument cruciales qui se posent. En tout cas, la construction donc va durer au moins 10 ans, donc on va continuer à suivre tout ça. Mais ça me paraissait intéressant d'analyser la situation, parce que ça fait pas forcément la une des médias, alors que c'est un sujet qui est très important et qui illustre encore une fois pourquoi est-ce que dès maintenant, il y a des sujets de guerre de l'eau, des sujets qui pourraient s'accentuer avec le changement climatique. Allez, je vous laisse avec Julie pour le reste de l'actualité importante du jour qu'on continue à suivre et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec un point sur le budget de la Sécurité sociale 2026 qui a été définitivement adopté ce mardi à l'Assemblée nationale, ce qui veut donc dire que plusieurs choses vont changer en France en 2026. Alors je vais pas pouvoir tout vous résumer, mais je voulais quand même vous parler des mesures les plus importantes. Déjà au niveau du travail, un congé supplémentaire de naissance va être instauré dès le 1er janvier. Les deux parents vont bénéficier de 1 ou 2 mois de congé supplémentaires, payés 70% du salaire net le premier mois, puis 60% le second mois. Sinon, à partir du 1er septembre 2026, les arrêts maladie seront limités à une durée maximum d'1 mois pour le premier prescrit, puis de 2 mois pour chaque renouvellement, sauf exception selon l'état du patient. Au niveau médical, tous les examens nécessaires aux victimes d'agressions sexuelles, même lorsqu'elles n'ont pas déposé plainte, seront remboursés à 100% par l'assurance maladie. Les médicaments ou les actes médicaux comme les radios ou les échographies prescrits par les médecins de secteur 3, donc ceux qui n'ont pas signé la convention de l'assurance maladie, ne seront plus remboursés par la sécurité sociale. Les femmes âgées de 45 à 65 ans pourront bénéficier d'une consultation médicale longue entièrement remboursée par l'assurance maladie. Le gouvernement va également créer un nouveau réseau de maisons de santé. L'objectif, que chaque Français puisse avoir un accès aux soins sous un délai de 48 heures et à moins de 30 minutes de chez lui. Et côté économie, à partir du 1er mars 2026, les allocations familiales n'augmenteront que lorsque l'enfant atteindra l'âge de 18 ans et non 14 ans comme c'est le cas actuellement. La CSG, une taxe prélevée à la source et qui finance une partie de la sécurité sociale, va également passer de 9,2% à 10,6% pour certains revenus du patrimoine. Cette hausse commencera dès le 1er janvier 2026, mais les livrets A et les PEL ne seront pas concernés. Et enfin, la réforme des retraites qui doit décaler petit à petit l'âge légal de départ à 64 ans contre 62 ans aujourd'hui est suspendue jusqu'au 1er janvier 2028. Les personnes nées en 1964 ou au premier trimestre de 1965 pourront donc partir à la retraite à 62 ans et 9 mois en ayant accumulé 170 trimestres cotisés contre 63 ans et 3 mois et 71 ou 72 trimestres cotisés. Bref, on a fait un post sur Instagram pour résumer tous ces changements, donc n'hésitez pas à aller voir, le compte c'est Hugo Décrypte. Deuxième actu, face à l'épidémie de dermatose nodulaire, une maladie très contagieuse chez les vaches, les taureaux, les bœufs et les veaux, mais non transmissible à l'humain, la France disposera de 900 000 doses de vaccins d'ici jeudi. C'est ce qu'a annoncé la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, ce mardi. Alors pour le moment, le stock est de 500 000 doses et il est déjà en cours d'acheminement vers les cabinets de vétérinaires des départements concernés. 400 000 doses supplémentaires sont également en cours de conditionnement aux Pays-Bas et vont ensuite être livrées. L'objectif est de vacciner rapidement 750 000 bovins selon le gouvernement. Les troupeaux des 1000 exploitations de l'Ariège, département le plus touché, seront intégralement vaccinés. Le syndicat de la Confédération paysanne, classé plutôt à gauche de
l'échiquier politique, a jugé les propositions gouvernementales, je cite, hors sol. Plusieurs axes routiers majeurs sont restés bloqués ce mercredi, notamment dans le sud-ouest. À noter également que le Premier ministre Sébastien Lecornu recevra ce vendredi les différents syndicats agricoles pour parler de la gestion de la maladie, mais aussi de la perspective de signature du traité de libre-échange entre l'Europe et les pays sud-américains du Mercosur. La FNSEA, le premier syndicat agricole en France, a appelé à manifester à Bruxelles, en Belgique ce jeudi, à l'occasion du sommet des chefs d'État européens, invités à valider l'accord. On suivra ça. Troisième actu, le ministère de l'Intérieur a été la cible d'une cyberattaque dans la nuit du 11 au 12 décembre, jugée très grave par le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez. Les pirates ont pu accéder à des fichiers sensibles, notamment le traitement des antécédents judiciaires, donc un fichier qui contient des informations sur les personnes ayant déjà porté plainte et sur les personnes déjà interpellées ou mises en cause pour une infraction pénale. Les hackers ont aussi pu accéder au fichier des personnes recherchées. Alors aucune demande de rançon n'a été formulée et selon le ministre, la cyberattaque, je cite, ne met pas en danger la vie des Français. Mais Laurent Nunez a tout de même évoqué quelques dizaines d'extractions de fichiers confidentiels. Un groupe de hackers a revendiqué l'attaque, affirmant sans preuve avoir accédé aux données de plus de 16 millions de personnes, une version démentie par le ministre. Les autorités recherchent activement le ou les acteurs de cette attaque. Pour comprendre comment elle a été rendue possible, les pirates ont réussi à accéder aux boîtes mail d'agents du ministère de l'Intérieur, qui compte près de 300 000 personnes au total, et certains mots de passe auraient été récupérés, permettant l'accès à certains systèmes d'information. Le ministère de l'Intérieur a reconnu des imprudences de la part de certains agents, malgré les consignes de sécurité régulièrement rappelées. 2 enquêtes, l'une judiciaire et l'autre administrative, ont été ouvertes et la CNIL, donc l'autorité chargée d'assurer la protection des données personnelles, a été saisie. L'Office anti-cybercriminalité est chargé d'investigation, on vous tiendra au courant. Quatrième actu, le parquet national financier, spécialisé dans la grande délinquance économique et financière, a requis ce mardi un procès contre Nicolas Sarkozy, son épouse Carla Bruni Sarkozy et la figure de la presse people Michel Mimi Marchand. L'affaire concerne les accusations de Ziad Takieddine, un homme d'affaires franco-libanais et ancien proche de Nicolas Sarkozy, décédé en septembre dernier. Il avait affirmé en 2012 puis en 2016 que la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy de 2007 avait bien été financée par le régime libyen de Mouammar Kadhafi. Pour rappel d'ailleurs, l'ancien président a été condamné le 25 septembre dernier à 5 ans de prison dans ce dossier. Il avait fait appel et doit être jugé à partir du 16 mars 2026. Bon, mais en 2020, Ziad Takieddine avait retiré ses accusations dans un entretien accordé à BFM et Paris Match avant de revenir sur sa décision et de réaffirmer ce financement libyen de la campagne de 2007 devant des juges français lors d'une audition. Les accusés sont donc soupçonnés d'avoir orchestré ce revirement dans le but de tromper la justice dans le cadre de l'opération baptisée Sauver Sarko. Le parquet demande à ce que Nicolas Sarkozy soit jugé pour association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée et pour recel de subornation de témoins. C'est-à-dire donc une tentative qui vise à contraindre un témoin de modifier sa version des faits ou à se rétracter. Carla Bruni Sarkozy, elle, ne serait poursuivie que pour association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée. Enfin, Mimi Marchand serait poursuivie pour subornation de témoins et association de malfaiteurs en vue de corrompre des personnes exerçant des fonctions juridictionnelles au Liban. Les prévenus risquent jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Il revient donc désormais au juge d'instruction de décider d'un éventuel procès. Cinquième actu, les États-Unis vont imposer des restrictions d'entrée aux Palestiniens ainsi qu'à 7 nouveaux pays dès le 1er janvier 2026. Les pays concernés sont le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Soudan du Sud, la Syrie, le Laos et la Sierra Leone. Concernant les 2 derniers pays, le Laos et la Sierra Leone, ils vont passer de restrictions partielles à totales selon la proclamation signée ce mardi par le président des États-Unis Donald Trump. Concrètement, les citoyens de ces pays ne pourront donc plus entrer sur le territoire américain, sauf exceptions très limitées comme les résidents permanents légaux, les titulaires de visas existants et certaines catégories de visas comme les athlètes et les diplomates. L'objectif, selon la Maison-Blanche, est de limiter davantage l'entrée des ressortissants étrangers afin de protéger la sécurité des États-Unis. Ces restrictions totales avaient déjà été imposées début juin par l'administration Trump à une douzaine de pays dont l'Afghanistan, Haïti et le Yémen. À côté de ça, des dizaines d'autres pays subissent également des restrictions partielles de la part des États-Unis comme le Nigeria. Plusieurs organisations comme le Centre du Projet international d'aide aux réfugiés dénoncent une politique qui n'a, je cite, rien à voir avec la sécurité mais qui vise plutôt à diaboliser des populations entières et à fermer davantage la porte aux réfugiés. Sixième actu, 2025 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en Arctique. Entre octobre 2024 et septembre 2025, les températures ont été supérieures de plus d'1,6 degré à la moyenne enregistrée entre 1991 et 2020. Ces chiffres, ce sont ceux d'un rapport
rapport publié ce mardi par l'Agence météorologique et océanographique américaine qui s'appuie sur des données remontant à 1900. Selon ce rapport, l'Arctique est particulièrement touché par les effets du réchauffement climatique. Cette région, qui entoure tout le pôle Nord, est touchée par un phénomène appelé amplification qui fait qu'elle se réchauffe plus vite que le reste de la Terre. Le phénomène est dû à une sorte de cercle vicieux car plus la banquise fond, plus le réchauffement climatique s'accentue et ainsi de suite. En fait, en diminuant de superficie, la banquise blanche qui reflète l'énergie du soleil découvre l'océan qui lui, plus foncé que la glace, réfléchit moins et absorbe plus d'énergie, donc plus de chaleur. Je vous mets des liens en description pour approfondir le sujet si jamais ça vous intéresse. Et on termine avec cette actu qui concerne les élèves de terminale et les étudiants en reconversion. Parcoursup a ouvert ce mercredi. La plateforme a dévoilé la carte des 25 000 formations proposées pour l'année 2026-2027. Chaque fiche formation contient des critères pris en compte pour l'admission, comme les résultats obtenus les années précédentes, la motivation ou les appréciations des professeurs, mais aussi, et c'est une nouveauté cette année, les chiffres d'accès à la formation. Ça comprend par exemple le nombre de candidats qui ont postulé à la formation l'année précédente et le nombre de candidats ayant reçu une proposition d'admission. En ce qui concerne la phase d'inscription, qui permet donc de déposer un dossier et de formuler ses vœux, elle se tiendra du 19 janvier au 12 mars. Il est possible de formuler jusqu'à 10 vœux sans obligation de les classer par ordre de préférence, ainsi que 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage. Les candidats auront ensuite jusqu'au 1er avril pour compléter leur dossier et confirmer leurs vœux. Et autre date importante à retenir, c'est celle du 2 juin. C'est à ce moment-là que seront publiées les premières propositions d'admission. Si jamais vous êtes concerné cette année, n'hésitez pas à vous abonner à Élan. Vous trouverez tous les détails du calendrier Parcoursup, ainsi que des conseils pour trouver votre orientation et plus globalement pour aider dans votre vie quotidienne. Le lien du compte est en description. Merci beaucoup Julie. Alors pour plus d'actualités ainsi que les interviews culturelles notamment, rendez-vous directement en podcast. N'hésitez pas à vous abonner, vous tapez Hugo Décrypte et vous allez pouvoir suivre tout ça. Merci pour votre confiance, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.